Nous, les clients qui viennent nous voir à la base, c'est aussi pour aller chercher un bon ratio, un bon mix entre de la rentabilité et de la sécurité. On a énormément de maisons avec jardin et le Covid a eu ça de bien aussi, c'est que c'est des biens qui demain trouvent acheteurs. Projet tout compris, avec les travaux, avec les frais de notaire, le bien, on va être entre 300 et 350 000 euros. C'est ce qui nous permet tout compris d'aller faire aussi une rentabilité brute qui va être de l'ordre de 6, 7, parfois 8%. Si on met une bonne stratégie en place pendant 5, 8, voire 10 ans, ne pas payer un seul euro d'impôt sur les loyers que tu encaisseras. En termes d'investissement, vous êtes sûr que quand vous avez un locataire, vous êtes payé tous les mois à date fixe. On est vraiment sur une génération qui arrive où il y a l'habitat qui est perçu comme un usage, comme une expérience. Salut à tous, je suis Yoann Torti, cofondateur d'MP Gestion Privée et j'ai l'immense plaisir de vous présenter Ma Question Préférée, le podcast qui vous aide à vous faire votre propre avis sur le monde de l'investissement. Je suis moi-même gestionnaire de patrimoine et dans ce cadre-là, je suis régulièrement démarché par des sociétés d'investissement qui souhaitent que je commercialise leurs produits. Je vous propose donc de participer à une conversation chaque mercredi entre une société d'investissement et moi-même, lors de laquelle nous allons faire la due diligence. Qu'est-ce que c'est la due diligence ? C'est simplement l'ensemble des vérifications que doit opérer un investisseur avant de conclure un deal. Concrètement, on va poncer le marketing et les éléments de langage de nos invités dans une conversation, un échange sans bullshit et si possible en s'amusant. Je préfère être franc, ce podcast n'a pas pour but de donner du conseil financier personnalisé. En effet, pour donner le meilleur diagnostic patrimonial, je dois connaître l'ensemble de vos symptômes patrimoniaux. Pour ça, vous pouvez me contacter directement sur LinkedIn. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute ou un bon visionnage, selon vos plateformes. Bonjour Virginie Perret. Bonjour. Je suis très, très content de te recevoir. Donc aujourd'hui, on a deux invités, donc Virginie Perret, CEO de Cooloc, et Sébastien Gage, CEO de Cooloc Patrimoine. Aujourd'hui, on va parler à la fois de Cooloc, mais surtout de co-living. L'idée, c'est de faire un point sur ces tendances de location, faire un lien notamment avec l'investissement immobilier. Ça, c'est plus la partie de Sébastien. On va nous expliquer un petit peu comment il travaille. Est-ce que vous pouvez, dans un premier temps, en 2 mots, vous présenter votre parcours et définir votre boîte, ce qu'elle fait en une phrase? Virginie? Alors, je crois qu'on n'a pas le droit de dire d'anglicisme, donc je dirais pas CEO. Je suis président fondateur de Cooloc, qui est une communauté autour du co-living, de co-livers et de bailleurs de co-living. Donc ça peut être des marques de co-living, des propriétaires indépendants, des agents immobiliers parfois, et puis des produits qui sortent d'investissements immobiliers comme les vôtres. Et donc on est dans cette communauté, on sécurise les revenus et on essaie de réduire la vacance. On est 100% dans le service et j'ai 20 ans d'expérience dans le service et j'ai 20 ans d'expérience dans le luxe, LVMH, L'Oréal, etc. Super, Sébastien. Ouais, bonjour Yoann, merci pour l'invitation. Donc, je suis effectivement un des 3 cofondateurs de la société Cooloc Patrimoine. Donc, on est une société qui fait du conseil en investissement immobilier locatif. Et on accompagne aujourd'hui nos clients investisseurs qui souhaitent développer leur patrimoine en les faisant investir dans des colocations en Île-de-France. Donc, ce sont des produits clés en main que l'on propose pour nos clients. Nos clients sont clairement des personnes qui aujourd'hui ont conscience qu'ils doivent avoir de l'investissement immobilier dans leur patrimoine, dans leur portefeuille, mais qui n'ont soit pas le temps ou soit pas l'envie d'aller s'occuper de tout un process d'investissement. Et on les accompagne sur toutes ces étapes-là, à savoir la recherche d'un bien, trouver des opportunités d'appartements qui vont se prêter à la colocation, gérer toute la partie travaux derrière, qui est toujours un sujet sensible dans un projet. On va détailler l'ensemble des étapes. Ouais. Continue, vas-y. Bientôt fini. Et puis après, simplement la partie aménagement et décoration pour, notre mission s'arrête là pour mettre à disposition un appartement qui sera prêt à être exploité en colocation. Donc on est véritablement sur du clé en main, contrairement un peu à la mouvance qu'on voit sur YouTube avec des formateurs immobiliers où là on est plus sur du do it yourself. Ouais. Et d'ailleurs, anglicisme, on évite les anglicismes et à chaque anglicisme, normalement, il doit y avoir une petite musique. Aldric, c'est à toi. Voilà. Et à chaque fois que vous entendez ce son, il y a 1 euro qui est versé dans une cagnotte et l'auditeur qui aura le plus partagé, commenté les épisodes de Ma Question Préférée pourra choisir l'association à qui il fera bénéficier de cette somme.
Très bien. Super. J'aimerais bien qu'on fasse un point sur la demande, un petit peu, quels sont les gens qui souhaitent vivre en colocation, ça Virginie, notamment avec le Covid. Est-ce que tu as vu des modifications, des choses comme ça ? Oui, alors ça s'est encore plus accéléré. J'ai envie de dire, ça fait un petit moment en fait que la demande, et c'est le sujet de l'existence et la naissance de Coolock, c'est de dire qu'il y a plein de moments de vie comme ça, de transition, où effectivement... vivre à plusieurs, souvent en plus dans quelque chose un peu clé en main, meublé, facile tout à entrer. Bip. Facile d'entrer, facile de sortir, voilà, pas être lié aux autres, etc. Et en même temps bénéficier du lien humain. Il y avait une demande très forte depuis longtemps et qui a explosé effectivement après le Covid, où les gens se sont recentrés sur effectivement qu'est-ce qui compte après tout, c'est le lien humain. Donc on a autre chose que l'étudiant, en fait. On a qui est un peu la caricature. Le jeune actif qui, finalement, rentre tard dans la vie maritale avec enfants, etc. Après, généralement, souvent, on divorce. Donc, on se retrouve de nouveau dans des phases de transition. Il y a énormément de mobilité professionnelle. On en parlait tout à l'heure, de plus en plus. On a carrément ceux qui en font leur vie, les digital nomades. Et puis, on a les retraités. On a pas mal de retraités aussi. Et qui se disent, c'est une nouvelle vie, j'ai plus de collègues, je me retrouve un peu seule, etc. Et puis... cette mouvance aussi générale qui fait que finalement l'habitat est plus une expérience, un usage qu'une propriété. Donc tout ça mêlé vient qu'il y avait des trous où il fallait qu'il y ait une réponse pour une cible plus adulte. C'est ce que je te disais, nous, chez Coolock, on a quand même 80-85% qui sont des actifs, des travailleurs, et 38 ans de moyenne d'âge. Donc il y a une réelle demande pour ça sur ce genre de produit sur des phases intermédiaires dans la vie ou en complément. Et même, tu me disais, ça m'a étonné, tu as même des demandes sur des pères avec enfants ou des mères avec un enfant à charge, où tu as des solutions dans ton stock, dans ton... Alors nous, on a beaucoup de demandes de ce côté-là. Des solutions, ce que je disais aussi, on en a. Effectivement, ça peut être une solution que de... Alors, on a des parents qui parfois se partagent l'ancien foyer. Et chacun a son co-living la semaine, etc. En plus, du coup, on n'est pas seul, on ne voit pas du noir, etc. Donc ça, on a un peu ça qui se développe. Mais je pense qu'on va pouvoir aller de plus en plus loin là-dedans. Et moi, je compte effectivement sur vous, sur l'offre, pour continuer à développer des produits qui correspondent à la demande. En tout cas, elle est grandissante. Nous, on est capable de l'affiner en termes de budget, en termes de besoin de nombre de chambres, en termes de superficie, en termes de lieux, en termes de durée. On est capable de vous donner toutes ces informations et on compte sur nos partenaires pour construire les bons produits en face. D'ailleurs, on va du coup passer à la partie produit, puisque pour investir dans le co-living ou la colocation, le premier but, c'est sourcer. Donc, tu peux nous expliquer, Sébastien, comment tu arrives à sourcer des biens adaptés à une colocation. Est-ce que tu utilises les travaux, la création d'une chambre supplémentaire sur un séjour un peu grand qui a plusieurs fenêtres pour développer le rendement? Tout à fait, c'est un mix un petit peu de tout ça. Nous, les clients qui viennent nous voir à la base, c'est aussi pour aller chercher un bon ratio, un bon mix entre de la rentabilité et de la sécurité. Donc on va déjà, d'un point de vue géographique, sélectionner des zones, des villes sur lesquelles il y a une forte demande, sur lesquelles il y a un marché tendu. Donc on a privilégié, on a fait une grosse étude de marché chez Coolock Patrimoine pour savoir un peu quelles sont les villes où la demande sera forte. Et ce sont des villes qui sont intégrées aussi dans le Grand Paris. L'idée, c'est d'aller chercher aussi de la valorisation dans les années à venir. Et ce qu'on se rend compte quand on visite beaucoup d'appartements, c'est il n'y a pas beaucoup d'appartements, mais on arrive à trouver des appartements qui se prêtent à une vraie optimisation en colocation. Et comme tu le disais, on aime bien transformer un petit peu l'aménagement initial pour aller chercher une chambre supplémentaire. On a parfois des belles cuisines qui font 9, 10, 11 mètres carrés. Et qu'on va finalement transformer en chambre pour aller créer une chambre supplémentaire. Ou alors on a des doubles salons qu'on va un petit peu réduire pour aller chercher une chambre supplémentaire. Et c'est cette chambre supplémentaire-là qui va aller chercher aussi la rentabilité finale du produit pour nos clients. Oui, parce que sur la rentabilité, on est d'accord que c'est le fait d'accumuler le plus de chambres possible. Après,
faut pas non plus couper trop les parties communes parce que c'est ce qui va permettre... Ça va dévaloriser et ça ne sera plus loué. Hein. Je pense que c'est un juste équilibre aussi. Hein. Absolument. Il ne faut pas tomber dans l'excès, comme on peut le voir parfois, effectivement, comme tu disais, sur les formateurs YouTube, où les appartements deviennent un peu des dortoirs parce qu'on a optimisé chaque espace. Nous, chez Coloc Patrimoine, on fait très attention à ce qu'il y ait quand même un espace de vie convivial, un espace commun. Donc, il y aura systématiquement une cuisine ouverte, une cuisine partagée, il y aura un coin salon qui fait que chaque colocataire pourra, en plus de leur partie intime et de leur chambre, pouvoir surtout cohabiter et vivre en communauté. C'est aussi l'objectif de ce qu'ils viennent chercher. Donc, on voit beaucoup, c'est pas qu'une question de place et d'espace et d'optimisation, c'est aussi aller chercher des biens différents, beaucoup plus grands. On a beaucoup de très grandes maisons avec très grands jardins, des choses qui n'étaient pas louables et qui deviennent du coup louables, mais parce qu'on l'optimise, on le fait différemment. Mais l'idée, c'est pas d'aller tasser les gens, c'est pas la rentabilité vient pas que par là. Hein. D'accord. C'est aussi un point important pour éviter trop de rotation aussi. Il faut que les gens se sentent quand même bien et restent quand même plusieurs mois pour pas qu'on ait une rotation tous les 3 mois parce que c'est étriqué, quoi. Donc en typologie, sur un T3, on est trop court. Faut au minimum viser un T4. Oui, parce qu'on s'est aperçu ces derniers mois un bon ratio renta, une fois de plus, sur un projet, ça va être des appartements qui vont au minimum faire 70 mètres carrés. Nous, généralement, chez Coloc Patrimoine, on est entre 70 et 100 mètres carrés et on arrive à faire des colocations qui vont être sur du 3, 4 ou 5 chambres maximum. Le 4 chambres étant le bon ratio aujourd'hui pour avoir un beau produit d'investissement. Et donc, en termes de localisation, Grand Paris, parce que moi, la critique que je peux faire sur ce genre de produit, puisqu'on est là aussi pour montrer tous les aspects de ces investissements et qu'il n'y a pas... la martingale n'existe pas, si je puis dire. Ouais. Et donc, oui, c'est que souvent, on est, je trouve, dans des actifs de pure rentabilité. Et à la revente, ça peut être compliqué. On parlait un peu des effets Covid. Moi, je vois, j'ai mon père qui a fait, il y a une quinzaine d'années, un produit de défiscalisation, un T4, T5, en centre-ville de Bordeaux, sans extérieur, et là, qui a eu beaucoup de mal à partir. Et j'ai l'impression que parfois, on va se jeter et on oublie dans ce qu'on appelle dans notre métier la value. On n'est pas que dans la notion de rendement, c'est-à-dire qu'il faut aussi quelque chose de liquide. Et qu'aujourd'hui, effectivement, moi, j'imagine, soit on retombe quand on revend sur la même typologie d'investisseurs, on vend une renta à quelqu'un d'autre, soit, et donc du coup on se coupe un marché de futurs acquéreurs, parce qu'une famille ou des personnes qui vont vouloir des extérieurs, des choses comme ça. Est-ce qu'aujourd'hui tu fais aussi attention à cette partie Tout à fait, c'est un vrai sujet parce qu'on a beaucoup de demandes de personnes qui nous disent mais quid de la colocation dans 5 ans, dans 10 ans? Si je veux revendre mon bien, est-ce que ce sera quelque chose de liquide, facile à pouvoir revendre? Et c'est tout l'intérêt de faire des colocations comme on les fait chez Coloc, c'est-à-dire que ça reste des appartements qui sont facilement transformables en appartements familiaux. Aujourd'hui, typiquement, un appartement qui fait 3 chambres, on arrive à en créer une 4e. On fait en sorte de créer souvent une 2e salle de bain, un 2e WC pour qu'on ait maximum une pièce d'eau pour 2 chambres maximum. Et on peut facilement switcher ça en appartement familial. Vous aurez une famille qui aura toujours besoin d'un salon, d'une cuisine, de 4 chambres et de 2 salles de bain, qui sera même un plus. Donc on peut tout à fait, suivant ce que deviendra la colocation dans 10 ans, se dire que ça se transforme très facilement en appartement familial et on pourra le revendre de cette manière-là. Donc la liquidité sera assurée. Et ensuite, pour compléter sur les zones géographiques aussi, on va sur des villes qui vont avoir tendance quand même à se développer, qui sont intégrées dans le Grand Paris, où beaucoup de nouvelles infrastructures sont en train d'arriver. Donc il y a toujours ce ratio renta aujourd'hui et plus-value à la sortie demain. Tu as des exemples de villes à nous... Oui, aujourd'hui, on a plusieurs chantiers qui sont en cours. Alors, on aime bien les communes comme Argenteuil, des communes comme Besançon, qui sont finalement assez proches de la Défense et qui sont vraiment sous-cotées par rapport à la proximité qu'elles ont avec Paris. Argenteuil, en 12 minutes, vous vous retrouvez à Saint-Lazare. À Besançon, on a le tram qui vous amène à la Défense en un quart d'heure. Donc, c'est des villes qu'on aime bien travailler parce qu'on est autour de 3 000 ou un peu plus le mètre carré. Et finalement, pour des loyers de chambres qui sont à peine inférieurs à ce qu'on peut trouver sur de la première couronne. Donc, le vrai sujet aussi, ça va être le ticket d'entrée qui forcément, si j'additionne, même sur des communes, c'est cher, c'est pas le débat, mais c'est se dire qu'effectivement, si tu as besoin de 70-80 mètres carrés, tu disais, tu multiplies, donc ça fait tout de suite plus des travaux. Tu es sur à peu près un ticket d'entrée à combien? Ouais, alors en général, le ticket moyen va être, alors projet tout compris, avec les travaux, avec les frais de notaire, le bien, on va être entre 300 350 000 euros pour un client investisseur. Donc c'est ce qui nous permet, tout compris, d'aller faire aussi une rentabilité brute qui va être de l'ordre de 6, 7, parfois 8%, ce qui en Île-de-France est aujourd'hui une belle performance avec un bon retour sur investissement.
D'accord. En termes de rentabilité, tu arrives à dégager une rentabilité de quel ordre ? Alors en brut, justement, on va sur des enveloppes entre 6 et 8. L'idée, c'est toujours d'être sur des produits qui vont au final quasiment s'autofinancer. On a aujourd'hui, quand vous êtes sur un 8 brut, on va être sur un 6,5 net. S'il y a un petit peu d'apport qui est fait de la part de l'investisseur, ce qui est souvent le cas, ce que demandent les banques, on est sur des choses qui arrivent à l'autofinancement. Les loyers permettront de couvrir les charges et le crédit. Alors moi, du fait, on parlait de ces youtubeurs-là, je reçois beaucoup de gens en rendez-vous qui ont déjà ce discours hyper marketé, je veux du cash flow positif, je veux de l'autofinancement. Faut reprendre les bases. Déjà, comment on calcule une rentabilité brute ? On va prendre les loyers qu'on reçoit, mais sur une valeur vénale, j'insiste, et pas sur une valeur d'achat. Il y a beaucoup de gens qui m'expliquent qu'ils font du 8% dans Paris, et là je me dis, mais comment vous faites du 8% dans Paris ? C'est sûr, j'ai acheté il y a 15 ans mon bien. Donc, ils prennent le prix d'achat. Donc, pourquoi on utilise, là je fais un peu de pédagogie, mais pourquoi on utilise la valeur vénale ? C'est pour calculer une rentabilité et se dire, est-ce qu'au final, il ne faut pas mieux que je vende mon actif pour récupérer du cash, l'investir dans un autre projet de colocation, dans de la SCPI, dans de la crypto, sur un support qui rapporterait plus. Quand on parle également d'autofinancement, est-ce que tu mets la fiscalité dedans ou pas ? Alors c'est un très bon point aussi. L'avantage de la colocation, tu le sais mieux que moi Virginie, c'est qu'on est sur la location meublée. Donc on est sur le statut du loueur meublé, professionnel ou non professionnel, qui a un vrai avantage aujourd'hui en France, c'est de pouvoir finalement amortir un maximum de choses, et notamment amortir le bien, et passer en charge un certain nombre de choses, qui permet d'avoir un résultat fiscal qui sera négatif et qui permet surtout de ne pas être imposé sur tes loyers. Donc on peut, si on met une bonne stratégie en place, pendant 5, 8, voire 10 ans, ne pas payer un seul euro d'impôt sur les loyers que tu encaisseras. Et ça, la colocation, cette stratégie-là permet d'en profiter. Il ne faut pas oublier la gestion et puis l'entretien du patrimoine. Hein. Bien sûr. Sur la partie fiscale, ça m'amène à, comme dans le premier épisode, faire une pub pour des personnes avec qui je travaille, notamment les experts comptables. On bosse beaucoup en interprofessionnalité. C'est important parce que je vois beaucoup de particuliers qui se lancent dans de l'amortissement, qui font à la louche, le foncier, je le déduis pas. C'est plus compliqué ce qu'il en paraît. Donc je vous invite fortement, si vous êtes originaire du nord de la France, d'aller voir Audinor, donc Antoine et Maud, qui seront hyper bienveillants et vont vous conseiller parfaitement. Si vous êtes en Ile-de-France, allez voir Guillaume Thomas et donc son cabinet s'appelle Earn. Encore une fois, si vous êtes comme moi originaire des Landes, du Pays Basque ou du Béarn, allez voir Loïc Fiquet chez OPA. C'est des super pros et ils passent par des centres de gestion agréés. Donc à partir de là, vous avez une grosse déductibilité et votre comptable va vous coûter peut-être de votre poche 100 ou 200 euros maximum. Donc ça évite un contrôle fiscal, ça évite des soucis et c'est plutôt carré. Et ça évite aussi d'appeler son conseiller de gestion de patrimoine le 8 juin, qui était la deadline, et qui fait que voilà, on me pose des questions sur des problèmes d'amortissement à 23h. OK. Est-ce qu'on passe sur une grosse point pour moi qui est fondamental, c'est les travaux. Parce que ton métier, c'est d'aller sourcer des choses, mais moi j'ai des clients qui me disent, je sais pas, je suis chirurgien, avocat, je bosse beaucoup. Moi, aller restaurer 100 mètres carrés, j'ai pas le temps. Tout à fait. J'ai pas le réseau d'artisans pour surveiller ça. Vous internalisez totalement les travaux, c'est ça ? Alors, tout à fait, on s'occupe de la partie travaux. On n'est pas maître d'œuvre, donc aujourd'hui, on a des partenaires de travaux qu'on a sélectionnés sur le volet. On a 2 équipes aujourd'hui qui sont qualifiées chez Coloc Patrimoine et qui vont s'occuper, parce qu'ils connaissent aujourd'hui notre cahier des charges, de gérer toute la partie travaux. Donc nous, notre responsabilité, c'est de surveiller tout ça, de faire des rapports à nos clients et leur montrer l'évolution du chantier. Ce n'est pas eux qui vont sur le chantier, c'est nous qui sommes garants de la bonne tenue des travaux. Mais tu as raison, c'est un vrai sujet, c'est-à-dire que les travaux sont toujours la partie la plus sensible dans un projet d'investissement. On sait quand ça commence, on ne sait pas toujours quand c'est fini. Donc je crois que tu as vécu ça à titre perso. Exactement. Si ça vous intéresse de connaître ma vie, je vais faire un peu de pub pour un autre podcast qui m'a gentiment invité, et c'est là où j'ai connu Virginie, qui est Club Deal de Loïc Codet, fondateur d'Imo Cities. Vous pouvez écouter le passage de Virginie ou mon passage et vous comprendrez un petit peu la référence sur mes galères de travaux qui sont toujours, je crois que je suis passé en décembre, c'est toujours pas fini, vous inquiétez pas. Ouais. Ok, sûrement sur les travaux, moi j'avais un vrai sujet. Donc c'est pas chez toi, c'est pas chez Imo Cities et par
charité, je ne donnerai pas le nom de ces opérateurs, de tes concurrents. Justement, suite à mon passage chez Club Deal, j'ai été démarché. Il y a des auditeurs de l'OI qui m'ont envoyé des messages et on a échangé, c'était hyper sympa. Ils m'ont montré des offres de tes concurrents. Et il y a un sujet sur les travaux et j'ai des clients, des prospects qui sont allés voir ces concurrents-là, qui est que parfois on soupçonne donc ces opérateurs-là de minimiser les travaux parce qu'ils vendent de la renta. Et voilà, est-ce que c'est du cash-misère ? Bon, tu vas pas me dire, oui, effectivement, nous, chez Coloc Patrimoine, on fait du cash-misère. Mais voilà. Et autre chose sur les travaux, puisque, effectivement, j'ai des clients qui me disent, ah oui, mais il prend une marge sur les travaux. Moi, j'ai mon oncle qui est plâtrier, machin. Je dis n'importe quoi, il est à 900 € du mètre carré. Peut-être que je serai à 700 € du mètre carré. Clairement, je pense que pour tous tes futurs clients qui regardent ça, je pense que sur ce genre d'opération, il faut peut-être laisser la main aux faiseurs. Pourquoi ? Parce que le vrai bon coup ne va pas sur le fait d'économiser 100 balles du mètre carré parce qu'on connaît un artisan qui est moins cher que l'autre. Pourquoi ? Parce que tu risques de ne pas proposer le bon coup au client qui va t'embêter un petit peu sur ça. Toi, les travaux, est-ce que vous êtes vraiment à montrer... Ou est-ce que tu es dans le détail avec tes prospects ou est-ce que c'est vraiment un package global et est-ce que tu peux nous annoncer un prix ? J'étais très long, désolé. Non, il n'y a pas de souci, mais c'est un vrai sujet. C'est-à-dire que la qualité de finition va pour nous être cruciale. Et la sélection des artisans, on l'a faite vraiment de manière drastique parce qu'on les connaît à titre perso. C'est eux qui ont travaillé sur nos projets, puisqu'on est tous les trois les cofondateurs, investisseurs immobiliers avant tout, donc passionnés d'immobilier. Et on a essuyé des plâtres de certains artisans, comme tu l'as vécu aussi. Donc ça, c'est pour nous un point super important. Derrière, la qualité de travail doit être là, puisque derrière, on ne veut pas non plus que l'investisseur nous rappelle 6 mois, 1 an après, parce qu'il y a un robinet qui fuit, parce que le chauffe-eau a été mal installé. Et nous, on le voit en gestion, tu le loues mal. Voilà, et la gestion récupère ce genre d'incident après derrière. C'est évident. Ouais. On sort un magnifique produit, ça a été mal fait. Je veux dire, les premiers colocataires, on fait la première mise en location, on n'arrive jamais à faire le deuxième round parce que tout le monde a constaté que ça ne tenait pas le coup. On s'assied sur le lit, il tombe par terre, il y a des fuites de partout et que du coup, le produit n'est plus... Bien sûr. Et ça en va de la qualité de notre travail, ça en va surtout de la réputation de Coloc Patrimoine. Nous, derrière, on a besoin effectivement à ce que les gens soient satisfaits pour pouvoir faire une deuxième opération, pour pouvoir nous recommander. C'est important aussi. Donc, on le dit dès le début, on n'est pas les moins chers en termes de travaux. Pour donner une fourchette, on va être autour de 1 000 € le mètre carré aujourd'hui, puisqu'on fait une rénovation complète du bien, en création de salle de bain, en création de cuisine. Donc, ça reste un très bon rapport qualité-prix quand on voit la qualité de finition. C'est pour ça que j'invite tous les auditeurs à nous contacter pour venir voir aussi les chantiers ou voir les produits finis de ce qu'est un produit Coloc Patrimoine au final. D'accord, oui, parce qu'effectivement, sur les prix au mètre carré, moi, je discute beaucoup sur les réseaux sociaux, dans des groupes d'investisseurs. Et voilà, et arrêtez de croire un petit peu ces vendeurs de rêves qui vous expliquent qu'ils refont des salles de bain à 400 € du mètre carré. Peut-être qu'en province, où il y a plus de concurrence, des gens s'alignent sur les prix, et encore. Mais voilà, il faut se dire qu'une bonne rénovation, c'est 1 000 €, quoi. Tout à fait, ouais. Okay. Après, tu le vois aussi dans la façon dont on le voit déjà, et puis on va plutôt petit à petit introduire aussi toutes ces notions sur notre communauté. Les gens peuvent se qualifier aussi entre eux de savoir s'ils ont apprécié, habité, partagé un moment, etc. Mais ils vont aussi pouvoir témoigner de leur bien. On le voit quand un locataire a été super content d'un lieu, mais on le reloue parce qu'il va dans la communauté dire aux autres « Attends, t'es super bien, il n'y a pas de bruit, la déco est top, on se sent bien, etc. » Et les biens qui ont trompé en fait le locataire, on a énormément de mal à le relouer derrière, parce qu'évidemment ça se... Est-ce que tu as un scoring ? Est-ce que les locataires... Pour l'instant, ils le disent entre eux, on va l'instaurer. C'est une sorte de scoring, de recommandation, pas négatif. On ne veut pas du tout être dans la délation, mais effectivement que les gens puissent recommander ce qu'ils ont aimé en fait. D'accord. On revient du coup sur l'invest, financement. Moi, les sujets que j'ai, les retours des courtiers que j'ai, c'est que souvent, on ne prend pas en compte les revenus de la colocation futurs, donc du projet. Par contre, parfois, les banques prennent, si on a une coloc et qu'on justifie d'une 2044, votre avis d'imposition sur les revenus fonciers ou une 2042,
Est-ce que toi, tu as des financements? Est-ce que c'est des choses que vous regardez chez Coloc Patrimoine? Alors oui, c'est-à-dire dès qu'on reçoit un client qui est prêt à passer à l'action, entre guillemets, c'est une des premières questions, c'est de voir s'il a déjà backé son financement. Donc soit effectivement, il a déjà pris les devants avec sa banque qui est prête à le suivre sur ce type d'investissement, puisque c'est un vrai sujet aujourd'hui. Les banques ne savent pas forcément toujours bien financer une colocation. Ou alors on les oriente, nous, sur notre partenaire de courtage qui, lui, est vraiment spécialisé dans l'investissement locatif et connaît des partenaires qui savent aujourd'hui aller jusqu'au bout et monter une opération en colocation, en investissement. D'accord. Mais ça passe, tu as raison, ça passe par des valeurs locatives qu'on arrive aujourd'hui à obtenir, mais dans tous les cas, les banques ne retiennent jamais 100% d'un loyer quand elle fait son... On en donne des valeurs locatives. Oui, voilà, je ferai appel à toi. Et justement, quand tu parles de valeurs locatives, c'est quoi? C'est que pour calculer l'endettement avec les revenus futurs, il se dit, de toute façon, c'est un T4 à Argenteuil, ça se loue tant pour une famille, ou il va quand même prendre, je sais pas, les 3 fois 500 € que tu factures, pondéré à 70%, c'est ça? C'est à peu près ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut, comme c'est une future colocation qui n'existe pas au moment du prêt, il faut pouvoir bien convaincre le banquier, donc arriver surtout avec un dossier béton et bien lui expliquer quel va être le projet et lui montrer effectivement qu'il y aura 3, 4 ou 5 chambres dans cette colocation avec une valeur locative par chambre. Il faut un cumul de ces loyers pour calculer l'endettement. Ouais. Ok. Donc, pour résumer, tu n'as pas de stock, tu sources à la demande de ton prospect, tu vas activer tes réseaux dans une zone. C'est quoi? Des notaires, des foncières que tu Des connais? agents IMO, beaucoup d'agents on a créé un gros réseau à ce niveau-là. Alors, tu as raison, c'est vrai qu'aujourd'hui, Coloc Patrimoine, ça reste encore à taille humaine. C'est trois cofondateurs qui sont sur le terrain quasiment tous les jours aujourd'hui. Et donc, on va plutôt le faire dans cet ordre-là. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a une demande particulière d'un client, une fois qu'on a validé son budget, qu'on a validé le nombre de chambres de sa future coloc et qu'on a validé sa zone géographique, on se met en chasse, on active tous nos réseaux, on active tous nos partenaires pour essayer de trouver la pépite et l'opportunité de marché sur les prochaines semaines. Donc, ce n'est pas un stock qui existe. On n'en est pas à ce stade-là. C'est plutôt effectivement en recherche inversée. On va se mettre en recherche dès qu'on a le projet validé avec le client. D'accord. Tu bosses avec des archis qui font une projection du futur projet. Exactement. Notre équipe d'artisans en fait intègre la partie archi. Donc, ça permet toujours de voir des plans avant, après. On montre toujours aux clients ce qu'est l'appartement aujourd'hui et ce qui va devenir après la transformation. Et tout ça, on le valide effectivement en amont avant de commencer à enlever la première pierre, je dirais. Et tu vas même, du coup, tu me disais, jusqu'à l'ameublement? Tout à fait. La prestation, elle est vraiment complète. L'idée, c'est de rendre les clés d'un appartement prêt à louer, prêt à être exploité en colocation à nos clients. Donc, ça passe par ces 3 grandes étapes, qui est la recherche, le sourcing du bien, la gestion des travaux et l'aménagement, la décoration, l'ameublement. On en discutait en off. L'ameublement, c'est hyper perso. Virginie, tu nous disais que effectivement, c'est ce qui fait que parfois aussi les co-living se louent pas forcément parce que parce que c'est pas qualitatif, ou c'est mal agencé, ou. Et toi, Sébastien, est-ce que vous avez plusieurs thèmes? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut te dire, je sais pas, j'ai envie d'un truc hyper épuré, ou des gens un peu plus rococo? Est-ce que parce que c'est compliqué si tu te lances aussi dans les désirs des clients, tu vas pas. Tout à fait. Alors, c'est vrai que la majorité de nos clients nous font confiance parce qu'ils ont une fois de plus pas le temps d'aller gérer ça, donc mettent pas trop le nez. Ils nous font confiance sur une colocation de qualité, sur un ameublement qui sera moderne. Cependant, on propose toujours des tendances aussi. Effectivement, on a 3 grosses tendances aujourd'hui au sein de Coloc Patrimoine qui vont être de l'industriel, qui vont être du classique moderne et qui vont être ce qu'on appelle du jungle, du ethnique, donc des choses un peu plus ambiance paille, bois et plantes. Ça plaît beaucoup et c'est les 3 grosses tendances sur lesquelles on oriente nos clients et ils ont le choix du visuel final de leur coloc. Ok, même sur les matériaux, des gens vont me dire moi je veux pas forcément du parquet parce que on va me demander de le changer, ils te demandent du... Oui, alors on l'a moins souvent. Quand on a des demandes spécifiques, on essaie de s'adapter, mais généralement, c'est un accompagnement global, donc ils nous font confiance sur la prestation. On leur montre toujours ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, donc ils sont ravis de ce qu'ils constatent, et ils veulent la même chose sans aller dans le détail de la couleur des carrelages, des peintures, etc. Mais, j'ai vu un de vos biens, ce qui est important aussi, c'est l'entretien, c'est-à-dire que c'est conçu de façon intelligente pour que ça soit quand même... on puisse entretenir de façon facile, et en même temps, ça met en valeur le patrimoine, et
Et je reviens tout à fait sur ce que tu as dit. Moi, je dis souvent aux clients aussi de la réversibilité des produits. Oui, très important. C'est hyper important. Et pas que des appartements. Nous, on a énormément de maisons avec jardin. Et le Covid a eu ça de bien aussi, c'est que c'est des biens qui, demain, trouvent acheteurs. Il n'y a pas de difficulté. Oui, on a majoritairement des maisons avec jardin. D'ailleurs, j'ai visité une maison avec jardin pour vous. Exactement. Mais les maisons avec jardin, c'est un sujet. Mais il y a un autre sujet qui est les rez-de-jardin, qui était souvent, quand on vend du programme neuf, c'est des biens que les gens ne voulaient pas, pour des raisons qu'on peut comprendre. Aujourd'hui, avec un extérieur, toi, Sébastien, c'est des choses que tu mets pas mal en avant, du coup, les extérieurs? Tout à fait, on regarde ça beaucoup, parce que souvent, on arrive à un rez-de-chaussée à l'avoir un petit peu moins cher qu'un premier, un deuxième, un troisième étage. Donc, ça va une fois de plus derrière, quand on remet la casquette d'investisseur, aller booster un peu la renta. Et ça se louera tout aussi bien. Un colocataire sera ravi d'avoir un petit espace extérieur et d'être en rez-de-jardin. C'est pas du tout un frein pour la location, et c'est même un plus pour l'investisseur au niveau de sa rentabilité. Ouais, et la meilleure renta, c'est bien sûr celle qu'on touche réellement. Oui. Et le vrai sujet, et moi, c'est pour ça que j'ai des prospects qui me disent « Ah oui, mais c'est beaucoup de gestion locative, c'est des risques de loyer impayés. » Donc déjà, on va diversifier un petit peu et on va se dire, au lieu d'avoir, je sais pas, un T4 qu'on va louer 1 200 €, là, je vais le louer 1 500 €, mais au moins, j'ai la possibilité de maîtriser mon risque parce que j'ai 3-4 locataires différents. Toi, Virginie, ta solution rassure les investisseurs sur les loyers impayés, c'est bien ça? Oui, alors effectivement, on essaie de simplifier, de sécuriser les revenus, de limiter la vacance justement par ce turnover. Donc effectivement, plutôt quand j'ai un locataire qui s'en va, plutôt que d'avoir 0 de loyer, j'ai quand même des revenus. La communauté fait que les gens se cooptent et que généralement on remplit. Je reviens aussi quand même sur les produits. Évidemment, c'est une question de produits, c'est-à-dire pas faire que les mêmes produits partout et avoir une rencontre de l'offre et de la demande. On a une très très bonne connaissance de la demande. Voilà, moi j'encourage nos partenaires à diversifier l'offre. Derrière, nous, on met en location. On a une solution, effectivement. Tous nos colocataires, nos co-livers dans notre communauté, on les qualifie en termes d'affinité pour se coopter, rester plus longtemps. C'est une communauté d'actifs, donc c'est des gens qui sont plutôt sédentaires. On l'a vu, nous, pendant le Covid, ils ne sont pas partis. Et on les qualifie aussi, on se porte garant pour eux. Donc, en termes d'investissement, vous êtes sûr que quand vous avez un locataire, vous êtes payé tous les mois à date fixe. D'accord. Toi, c'est toi qui t'engages. C'est nous qui portons le risque. D'accord. Voilà, et qui gérons toute la partie qui crée des fictions parce qu'en fait, il y a parfois de la gestion locative compris. On a aussi beaucoup de clients qui sont des clients particuliers qui derrière en fait gèrent leurs biens mais veulent juste gérer le patrimoine. C'est-à-dire le bel appartement, la belle maison, la belle déco, etc. Mais ils veulent pas toutes les problématiques, effectivement, qui sont pénibles de est-ce que je fais le bon choix de la bonne personne, demander des documents sans y rien comprendre, faire des choix difficiles, pas être sûr que les gens vont s'entendre et récupérer les loyers tous les mois, surtout quand on multiplie par le nombre de chambres, ça devient compliqué. Donc nous, on va faciliter ça, effectivement, et s'occuper de toute la partie désagréable. Juridique et assurantielle aussi sur le bien, parce que le co-living qui se développe... Aujourd'hui, on a collé ce qui existait en termes de contrat et d'assurance du monde de la location sur le co-living, mais en fait, ça ne marche pas. Donc, nous, on est courtier aussi, c'est notre métier, les spécialistes, effectivement, de tout ce qui est co-living, et d'offrir packagé en un clic, à la fois aux bailleurs et aux co-livers, les produits d'assurance qui vont les couvrir sur leur... quoi qu'il arrive, en fait. D'accord. Donc... tu vas faire de la réassurance, c'est ça? Alors, tu as la partie sur les loyers, mais tu as la partie du bien. Ce dont je te parlais, c'est le bien. C'est par exemple la MRA, l'assurance habitation, la dégradation, la PNO. Quand aujourd'hui, je prends des produits qui sont des produits qui existent sur le marché, quand le sinistre va arriver, je ne vais pas être indemnisée. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas adaptés à ce type de produit. Voilà. Nous, on est courtier de co-living, donc on va vous fournir tout packagé, l'entièreté de ces produits adaptés pour qu'effectivement votre patrimoine soit conservé et que votre bien, votre investissement soit loué. Si vous êtes en dégâts des eaux ou en je ne sais pas quoi pendant 8 mois, vous n'allez pas louer. Il faut à un moment avoir un partenaire qui vous permet aussi d'optimiser au mieux toutes les problématiques liées au bien. C'est ça. À la sinistralité. Et tu as un investisseur dans ta boîte, c'est ça, qui est lié à l'assurance, au monde de l'assurance? Oui, on en a plusieurs, mais on a effectivement des investisseurs liés au monde de l'assurance. Du côté d'Allianz, du côté de CNP, donc on a effectivement des gens influents du monde de l'assurance dans nos investisseurs. Donc ça permet effectivement de sécuriser sur les loyers impayés, parce que, et même c'est toujours une épreuve humaine,
de devoir aller sortir. Charge mentale, c'est atroce. Ouais, de devoir sortir un locataire. Et pour moi, je pense qu'au-delà, on parle beaucoup de rentabilité, de choses comme ça. C'est aussi pourquoi on voit des gens qui font... Et j'y crois pas trop des résidences gérées. Des choses comme ça, c'est le premier argument des résidences gérées. Je crois beaucoup plus en la SCPI. C'est vraiment ce côté de dire, mais moi, j'aurais jamais à sortir par le col de la chemise un locataire mauvais payeur, quoi. Donc ça, c'est toi qui prends la charge mentale et qui t'occupe de tout ça. Tout à fait. Puis les résidences gérées, c'est une problématique aussi de bail. Là, on est sur des dépôts, mais voilà, on est sur des dépôts d'habitation. C'est l'argument investisseur épargnant. C'était souvent l'argument qui faisait que j'ai pas envie de gérer tout ça. Donc là, on peut faire du résidentiel avec une renta bonne, voire très bonne, tout en évitant cette charge mentale, en étant dans une offre packagée, quoi. Tout à fait. Donc nous, on va s'occuper de cette charge mentale qui est toujours pénible, que ça soit dans la location ou dans le co-living, dans la colocation. Nous, on est spécialiste de la colocation. On pourrait faire la même chose dans la location, hein, tout à fait. On ne le fait pas aujourd'hui, on le fera peut-être un jour. On ne le fait pas aujourd'hui pour des raisons simple, parce que ça va être moins risqué aussi pour nous. On veut bien prendre des risques pour les gens, mais ça va être moins risqué, parce qu'effectivement, c'est quand même plus facile d'aller gérer des conflits sur du co-living. Vous pouvez tout à fait vous installer dans la chambre à côté si vous avez un problème avec un locataire, et comme vous partagez les parties communes, si vraiment ça se passe mal, vous avez l'occasion de régler vos difficultés, hein. Alors je dis aussi souvent, le co-living, la colocation, ça a aussi un avantage dans la gestion de son patrimoine. Tout le monde me dit le turnover, c'est un problème. Non, le turnover, c'est aussi un avantage. C'est-à-dire qu'à chaque état des lieux, vous allez du coup faire un point sur l'état de votre bien. Et c'est-à-dire, au lieu d'avoir, comme dans la location, un locataire qui reste 5 ans, récupérer un bien qui est très endommagé, avec tout d'un coup une charge de travail, travaux, de remise à niveau qui est importante, en trésorerie, à devoir financer, etc. Là, vous avez en permanence un check qui vous permet de lisser et d'être en permanence sur un maintien du bien. C'est-à-dire que quand vous allez le vendre, il est nickel, comme neuf, en fait. Ou avoir un agent infiltré qui est la femme de ménage, qui fait des retours et des... Ça peut être une solution. Oui, mais sur nos baux individuels qui sont permis depuis la loi Allure et qui donc font exploser ce marché, et aussi sur une cible adulte, du coup, grâce à ça, grâce au fait qu'on puisse individualiser chacun, du coup, vous avez la possibilité de l'état des lieux, surtout. C'est ça. Si on fait un petit point juridique, moi j'avais 2 questions. Bêtement, et tu vas intervenir, Virginie, sur ça, parce que je pensais que la colocation était un moyen de filouter un petit peu le plafonnement des loyers. Pas du tout. Comment tu... Alors, non, quand ils sont encadrés, alors ils ne sont pas encadrés partout. Oui, bien sûr. C'est en test depuis la loi Allure, etc. Donc, ou Elan, je les confonds toujours. Mais c'est en test sur certaines zones, etc. 93, donc Seine-Saint-Denis, Paris, je crois qu'il y a Lyon, Villeurbanne, qui vont pas tarder. Lille. À côté de Lille, juste à côté de Lille, exactement. Lille Intra, même Aubry, non Non, c'est une... Étonnamment. Non. Et je crois que Bordeaux a fait, c'est un peu les nouvelles villes écolo qui ont fait cette demande-là. Donc, tu peux pas parce que... Donc le loyer va être encadré. La seule chose, c'est qu'effectivement, on peut avoir un complément de loyer qui est lié en fait aux prestations qui sont apportées et qui sont justifiables, tout à fait, parce que vous allez avoir une salle de sport, vous allez avoir du meublé, donc là déjà le loyer peut être un petit peu supérieur. Et puis ensuite, vous pouvez jouer aussi sur les services que vous apportez. Mais je pense que la rentabilité, elle va être surtout... Donc là, on peut effectivement l'optimiser, mais enfin, il faut toujours rester dans des notions normales d'offre et de demande. À un moment, parce qu'on augmente certes la rentabilité, mais on augmente aussi le risque en parallèle. Parce que si on surfacture un locataire, on peut le mettre en défaut au niveau du paiement. Pas forcément, parce que nous, on va cibler le locataire qui s'est payé en face. C'est surtout de la rencontre de l'offre et de la demande. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a un marché, donc la demande, elle est prête à payer un prix, mais elle ira ailleurs si le prix n'est pas adapté ou le produit ne lui correspond pas. Donc c'est toujours ça, c'est un équilibre entre le prix, le produit, quels avantages. Il y a des gens qui sont prêts à payer très cher si le produit en vaut la peine. Donc la colocation, le co-living, ça va vous permettre soit d'accéder au centre-ville quand vous n'en avez pas la possibilité financière, parce que là, vous pouvez louer à 600, 700, 800 euros, ou à l'inverse, accéder à la campagne, là où vous n'auriez pas pu seul, une grande maison avec un jardin, comment je fais pour entretenir, payer, financer, louer un truc aussi cher tout seul, à plusieurs je peux, donc ça vous permet d'accéder à quelque chose, ça vous permet d'accéder à une expérience, je te le disais en introduction, on est vraiment sur une génération qui arrive où il y a
l'habitat qui est perçu comme un usage, comme une expérience, plus que comme une propriété. Donc, quelle expérience je vais vivre ? Je suis prête à payer ou je suis prêt à payer pour une expérience. Donc, c'est tout ça qui va... C'est cette alchimie de choses qui va faire que vous allez effectivement pouvoir derrière proposer un certain prix. Et ce prix, vous allez pouvoir l'optimiser en fonction de là où vous êtes par rapport pour obtenir une rentabilité. Ouais. Et tu parlais également d'une demande de plus en plus sur les maisons secondaires où, au vu de l'acquisition, le coût et de l'utilisation d'une maison secondaire, tu vois de plus en plus de gens qui vont se tourner justement vers un co-living qui est pas, on va dire, pas dans la vie de tous les jours et qui va être purement temporaire pour se dire, mais finalement, là, les week-ends, on voit les températures qui augmentent, font que là, je vais profiter de ma résidence secondaire en mode co-living, quoi. Ouais, ce serait sympa parce qu'effectivement, on voit beaucoup de choses qui se développent. Et effectivement, en fait, le co-living, ce phénomène-là, c'est pour nous, sur notre cible adulte, ça vient aussi souvent en fait en complément. On en parlait tout à l'heure, mobilité professionnelle. J'ai ma maison avec ma famille à la campagne, etc. Je viens à Paris. J'ai pas envie de faire du Airbnb où chaque semaine je dois réfléchir à où est-ce que je vais trouver. Je peux pas laisser mes affaires. Il faut que j'emmène ma valise tout le temps. J'ai envie d'avoir quelque part où je me pose, ne pas être tout seul, vivre dans un environnement agréable, super bien décoré où je me sens bien, etc. Donc là, on va avoir effectivement une forte demande. Et ce que je te disais qui est rigolo, c'est qu'on le voit observer. Enfin, on l'observe dans notre communauté. On a le phénomène inverse de Parisiens qui veulent une maison de campagne, mais sans avoir la charge mentale de l'entretien de toute la maison, etc. Donc, ils collouent dans quelque chose, effectivement, où je laisse mes affaires, je vais tous les week-ends, je descends dans le sud, mais je suis en co-living, en fait. La charge mentale et la capacité... Financière, parce qu'un Parisien est souvent s'il est propriétaire, il est hyper impacté... dans son taux d'endettement. On l'a dans des produits de co-living, d'investissement, qui sont des produits qu'on peut développer. Et aussi, on a un autre phénomène chez l'habitant. Donc, on a quand même 4000 propriétaires habitants aussi qui proposent ce genre d'expérience, finalement, de maisons secondaires chez eux, partagées, une partie de l'année, quoi. Et si on parle de la partie tech, donc l'idée, c'est que tu arrives à faire matcher des profils entre eux et des profils par leur goût. Il y a des gens qu'on a amenés, qui étaient en recherche à Montpellier, mais on a senti dans leur goût, et donc ça, c'est tous nos algorithmes et tout le machine learning qu'on met dedans, qu'ils étaient attirés par ce genre d'environnement, de culture, de permaculture, d'agriculture, de machin. Hop, on a proposé quelque chose qui n'était pas du tout au même endroit, à Cognac, et en fin de compte, la personne a dit je change mon brief, je déménage à Cognac. Oh, c'est incroyable. Oui, parce que c'est l'usage, c'est l'expérience. Voilà, il y a des gens qui vont changer aussi leur projet par la rencontre. C'est la rencontre qui fait ça. On l'a vu aussi sur les sites de rencontres amoureuses. Voilà, on partait pour chercher un grand brun, puis on a fini avec un petit blond. C'est pareil dans l'habitat. Finalement, les gens recherchent aussi de l'expérience. Donc finalement, ils avaient dit, je veux être à côté de mon travail dans Paris, mais ils vont découvrir finalement à Neuilly-sur-Marne une superbe maison avec une petite piscine et une salle de sport. Ils vont se dire, non, finalement, je préfère être un peu plus loin et bénéficier de ça. D'autres vont dire au contraire, je pensais vouloir grand, mais non, finalement, je préfère être à 1 minute de mon travail. Et là, j'ai ce co-living qui est vraiment à 1 minute de mon travail. Donc en fait... Voilà, c'est... Ils viennent chercher une expérience de vie, en fait. Il y a une vraie évolution du colocataire type, dont on a souvent l'image du locataire, de l'ancien étudiant qui fait la fête jusqu'à 3h du matin et qui dérange les voisins. Ou l'étudiant Erasmus. Exactement. Aujourd'hui, c'est vraiment plus ça. On l'a vu tout à l'heure, les étudiants, c'est qu'une petite partie, finalement, de ce qu'il y a en colocation aujourd'hui, en termes de colocataires. Et on vient chercher une expérience de vie, on vient chercher un lien social. Et même quand on a un budget pour avoir un studio, on préfère mettre ce même budget-là, finalement, dans une chambre et pouvoir partager des espaces de vie et être à la rencontre des gens. C'est ce que viennent chercher pas mal de personnes. On voit, nous, dans notre clientèle, parce qu'on voit, donc, nous, on a beaucoup, donc, cette cible adulte. C'est ce qu'on voulait vraiment mettre en valeur chez Coollock et aider le marché avec ça. C'est qu'effectivement, les gens sont à plusieurs endroits à la fois. Ça vient en complément, tout ça, en fait. Ils ont leur résidence, par exemple, avec leur famille, et ils louent à Paris, ou ils ont leur résidence à Paris, et puis ils louent la résidence d'été, ou bien c'est une phase de transition de divorce, c'est une phase de déménagement, c'est une phase de mobilité professionnelle, c'est une façon de découvrir avant de s'installer. C'est d'autres usages, en fait. Et sur la partie... donc, du coup, on a vu un petit peu la gestion des locataires. Sur le match, moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que c'est une caricature de parler de relations intergénérationnelles ? Pas du tout, non. J'ai bien bafouillé. Non, mais c'est parce que moi, j'ai des échos, comme on dit, c'est l'avenir.
Et surtout, quand on peut voir des vidéos YouTube pour préparer l'émission, j'ai regardé ça, où ils disent « surtout pas, c'est ce qui fait planter les colocs, quelqu'un de 55 ans va pas pouvoir vivre avec quelqu'un de 25 ans ». Est-ce que toi... Alors, le principe fondamental, et tu le sais, je suis moi-même consommatrice de l'usage que je vends, c'est qu'en fait, les gens doivent se choisir. À partir du moment où les gens se choisissent, c'est comme dans tout dans la vie, ils sont heureux de leur choix. Et en tout cas, même s'ils n'en sont pas heureux, comme c'est eux qui l'ont fait, à part égo peut-être, on assume son choix un peu plus, voilà. Et en tout cas, on l'a choisi, on l'a voulu, donc on le vit. Là, partout, et nous on le vit beaucoup, où les gens sont intrusifs, où le bailleur va vouloir décider, souvent c'est là où ça se passe mal, où il y a de la casse. Donc c'est ce que permet Coloc, c'est ce que les gens se choisissent entre eux, et on le constate, on a été surpris de ce qu'on voit. Il y a des mixités, des écarts types d'âge qui sont hyper impressionnants. Au contraire, il y a parfois des regroupements d'âge, mais on a des écarts types qui sont hyper impressionnants. Et là, alors du coup, c'est par ça qu'on limite la vacance. C'est-à-dire que moi, j'ai des clients qui disent « Non, moi, je ne veux que des jeunes entre 23 et 25 ». Ils ont de la vacance parce que il faut que ça matche entre le 23-25 qui va être dispo à ce moment-là, cet endroit-là, dans ce budget-là, etc. Et puis ceux qui disent je laisse, comme le permet Coloc, la communauté former son groupe, se choisir, etc., qui sont pleins en permanence parce que les gens se choisissent entre eux, en fait. C'est l'objectif. Voilà, donc on voit effectivement, et nous on encourage, je vous entendais parler depuis tout à l'heure d'investissement, ce que on se disait tout à l'heure, c'est ce co-living, c'est aussi un investissement à impact. Enfin, je veux dire, on encourage la mixité sociale, la mixité générationnelle, on encourage la rénovation de biens existants qu'on remet aux normes. Nous, on a des clients qui ont acheté des couvents, des anciennes usines désaffectées, des maisons à l'abandon, et c'est aussi cet impact environnemental avec des mises aux normes, parce que quand vous faites les travaux, vous remettez tout aux normes. Tout à fait. Et c'est effectivement tout ce qui s'inscrit dans cette politique environnementale que l'on défend. Donc c'est aussi un investissement qui a un impact. Très bien. On va parler du sujet un peu plus désagréable. Les frais de vos services. Sébastien ? Oui, nous, les frais sont très simples. En fait, pour tout l'accompagnement, pour tout le projet de A à Z sur lequel on va suivre le client, les frais de Coloc Patrimoine, c'est 7,5% du projet global. Ce qu'on appelle projet global, c'est le prix du bien et le prix des travaux. Frais de notaire intégrés ? Frais de notaire exclus. Non, sur les frais de notaire. Oui, on ne prend pas les frais sur les frais de notaire. D'accord. C'est le prix du bien et l'enveloppe travaux. Et l'enveloppe ameublement. Et l'enveloppe ameublement, exactement. Ce sont ces trois cases-là qui font qui sera le projet global sur lequel on prend les frais. Je demande la transparence à tous mes invités, donc c'est normal moi aussi que j'explique. Tu rémunères tes partenaires CGP à quelle hauteur ? Tout à fait. Alors on rémunère nos partenaires CGP à hauteur d'un tiers de nos fees à nous. Donc 33 un tiers de 7,5, ça veut dire que chaque CGP perçoit 2,5% de ces frais-là. D'accord, très bien. Donc avec grand plaisir appeler Sébastien et dites-lui que vous avez connu un petit peu Coloc Patrimoine sur ma question préférée. Comme ça, je pourrais, sans travailler, avoir des rétrocessions. Virginie, tes frais à peu près ? Alors nous, on a une offre light, qui est une offre entrée de gamme pour tous les bailleurs qui vont gérer en direct, qui gèrent leur patrimoine, et on s'occupe juste effectivement de la sécurisation des revenus, de la mise en location, etc., qui est une offre light à 3% TTC. Sinon, quand on fait la gestion globale, c'est-à-dire s'occuper de tout, la visite, l'entretien, etc., on va être dans les mêmes tarifs, effectivement, à 7,9 TTC de la gestion du bien. Ce qui n'est pas hyper cher, parce que finalement, plus on monte, il y a, en termes de prix, il y a Airbnb, où il y a beaucoup de turnover, etc. Donc, en termes de gestion, ça coûte cher. Vous avez la location classique, où il y a zéro frais de gestion, mais du coup, des revenus un peu moins optimisés, etc. Et puis, au milieu, vous avez ce segment de marché, qui est le co-living, où il y a une forme de turnover, donc il y a une forme de gestion plus importante que la location classique, mais d'un autre côté, avec des revenus plus optimisés. Puis, il y a un choix d'investissement, ce que je disais, plus large. On n'est pas que sur des villes et que sur des appartements. On peut élargir ces choix d'investissement. Du coup, tu prélèves à la fois le propriétaire... Nous, dans la communauté, le locataire cotise aussi. D'accord. On vous disait. À quelle hauteur ? 2,5. Donc, c'est pas cadgé dans le prix, de toute façon, et ça correspond aussi à ses attentes. Et il finance effectivement que dans la communauté tout un tas de services, le fait qu'on le mette en relation par affinité, qu'on l'intermédie, qu'on soit son garant. Oui, parce que ça, c'est important. C'est des profils, puisque moi, je vois sur les réseaux sociaux des gens qui disent « Est-ce que j'arrive pas à me loger ?» Parce qu'il y a les revenus, mais il n'y a pas forcément les garants en face. Toi, ça ne te pose pas de problème. Tu vas analyser la solvabilité du locataire
et tu as vraiment ce qu'on appelle dans notre jargon le reste à vivre, les choses comme ça, et regarder un petit peu. Donc après, tu te portes garant auprès du propriétaire. Ouais. On a des algorithmes assez élaborés sur plein de critères, effectivement, et on va porter le risque, effectivement, pour le locataire. On enlève la charge mentale au bailleur, c'est plus un sujet. C'est à nous de gérer ça, effectivement, et puis... après, sur tous les aspects, par contre, on accompagne le bailleur. Alors, sur l'aspect du loyer, on s'en occupe. J'ai des bailleurs où on a eu des soucis. Ils sont même pas au courant. Hein. Ce qui, d'ailleurs, facilite la relation. Si jamais il va dans son bien, il voit son locataire, il lui dit bonjour, il s'occupe des travaux, etc. S'il était au courant des impayés, il dira « Ah non, bah alors moi, la fuite d'eau, on va attendre, hein, etc. » Là, l'avantage, c'est qu'il est même pas au courant. Donc, c'est gagnant-gagnant, parce que du coup, il va aller entretenir son bien, etc. Il s'occupe pas, il n'a pas la charge mentale. On s'en occupe. Après, on peut faire de la médiation, effectivement, auprès du bailleur quand on a un locataire qu'on doit replacer... Bon, on n'est pas agence matrimoniale du tout, hein, mais effectivement, on a ce lien qui fait qu'on peut... et on a ce parc autour de nous qui nous permet aussi de faire la médiation avec les locataires s'ils souhaitent aller se séparer, aller ailleurs, etc. On a parlé pas mal de demandes. On va conclure sur cette notion de demande. Quelle est aujourd'hui, est-ce qu'il y a des zones qui sont totalement surbookées en termes de colocation et qu'il faut éviter, dans lesquelles il faut éviter d'investir? Pour moi, ce que je te disais un peu, on en parle encore une fois en introduction aussi, on a beaucoup parlé avant de vous parler. C'est pas une question forcément de zone, hein, c'est une question de produit. Si on fait que la colocation type étudiante partout, première couronne, machin, etc., ça va. C'est diversifier les produits. Ça, c'est hyper important. On en a discuté. Coloc Patrimoine fait beaucoup attention à ça, fait des produits complémentaires sur les zones. Parce que finalement, aujourd'hui, ça correspond à tout le monde, partout, etc. Mais il faut qu'il y en ait pour tous les goûts. C'est-à-dire que vous n'allez pas mettre des divorcés dans le même type de logement que vous allez mettre des jeunes actifs, etc. Enfin, il faut qu'il y ait une diversité d'offres. Ça, c'est hyper important en termes de prix, en termes de produits, en termes de services. Je disais tout à l'heure, du 5 trident, du 4 trident, du 3 trident, du 2 trident, et aussi en termes d'espace. Et je pense qu'il n'y a pas assez d'offres sur des zones plus campagne. D'accord. Justement, c'est ma question. Toi, tu peux suivre les bailleurs sur n'importe quelle zone géographique en France? Partout. On est partout en France. D'accord. On nous a confié... Pendant le confinement, on a beaucoup plus facilement loué la campagne, évidemment. Et on est sur du long terme. Hein. On n'est que sur des baux d'habitation. Je ne fais pas de Airbnb. Hein. Long terme, bip. J'ai un bip. Sur les baux d'habitation longue durée, on ne fait que de la longue durée. D'ailleurs, nos colocataires restent en moyenne, Colivers reste en moyenne 18 mois. Et on a beaucoup plus facilement loué tout ce qui était campagne que les villes, quoi, en fait. Hein. On va résumer. Donc, finalement, on peut trouver de la renta entre 6 et 8%, certes, sur des tickets d'entrée élevés, mais ça, c'est l'offre Coloc Patrimoine qui est basée en Ile-de-France et ce qui fait que le ticket d'entrée est élevé. C'est ça. Vous pouvez regarder d'autres opérateurs qui vont être plus dans la province. Voilà, après, faites attention à la revente et des zones-là. Et n'oubliez jamais qu'il n'y a pas de performance élevée sans risque élevé. Ça, c'est fondamental. On peut maîtriser, du coup, grâce à Coloc, la mise en location, la vacance locative, mais tu ne t'engages pas, et ça, il faut que ça soit clair, à payer en cas de vacances locatives, mais tu as les outils pour maîtriser au maximum le délai d'attente entre deux locataires. Loyer impayé. On sécurise les revenus. On sécurise les revenus, donc en fait, on gagne de la renta tout en maîtrisant le risque. Voilà. Tradition de fin de podcast, une recommandation de ce que vous avez aimé, peu importe, la seule obligation, c'est de ne pas parler boulot. Donc, qui veut commencer? On ne peut pas parler boulot parce que j'ai... C'est un mix. Dévier. Vas-y. C'est un mix. Pour la reco, j'étais en train de penser, j'entendais parler aussi de l'offre. Je te coupe 2 minutes, c'est magnifique parce que c'est le 4e épisode qu'on enregistre. Il sera sûrement en 3e position. Et sur 3, les gens, j'ai dit pas de boulot, c'est parti sur du boulot.
Mais bon, vas-y. Bah oui, mais tu nous mets complètement dans l'ambiance, alors on reste dans l'ambiance. Vas-y. Professionnel. Ouais, c'est sûr. Non, quand je pensais à l'offre, etc., j'ai envie de recommander une amie qu'on aime beaucoup, qui s'appelle Lock & Roll, qui a lancé un concept de location de meubles, qui fait beaucoup de co-living. D'ailleurs, on l'a conseillé à certains de nos clients. Ce qui permet du coup de diversifier la décoration au fur et à mesure, d'aménager, de changer, et puis surtout de ne pas immobiliser son actif, effectivement, d'être plus dans un truc de leasing. Déduire s'il y a une belle renta en face, on le met en charge et... Exactement, voilà. Et donc du coup il y a remplacement, et donc on gère pour la problématique d'entretien, puis la table est classée, Lock & Roll le gère, etc. Et puis en plus, dans nos valeurs d'impact, nous chez Coollock, c'est hyper important parce que du coup, voilà, on est dans l'économie collaborative et faire durer les biens et les partager, quoi. Parce que la table qui est plus chez vous parce qu'elle est plus à la mode, elle va partir chez quelqu'un d'autre et elle part pas à la poubelle. Et ça, c'est hyper important. Ok, elle peut être même transformée, je sais pas. Transformée, sûrement. Si elle fait ça, ouais. Voilà. Ok, super. Sébastien, tu as une petite Moi, oui, je vais rester un peu plus classique. Je vais rester sur la recommandation d'un livre, parce que je me dis, si on a certains auditeurs qui nous écoutent, qui sont en train de se lancer dans l'immobilier ou dans la liberté financière, on a quand même un incontournable qui est Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, qu'il faut avoir au moins lu, je pense, une fois dans sa vie pour avoir des bonnes bases en liberté financière. Je t'avoue, c'est super, mais je n'en peux plus effectivement, oui. Après, le problème, c'est que non, il est très très bien ce livre, surtout pour le grand public. Oui. Quand on a fait des études en gestion de patrimoine, d'ailleurs, on n'a pas dit, mais tu as fait l'IMPI. Exactement. Le même master que j'ai fait, et j'espère avoir, c'est pour leur mettre la pression, parce que maintenant, ils ne peuvent plus dire non. J'espère d'ailleurs avoir Alexandre Toussaint de Baltis Capital sur un épisode sur le crowdfunding immobilier, Simon Pierre Richard de Jones Lang sur la logistique. On va essayer de rendre sexy cette classe d'actifs immobilières. Voilà. Donc oui, la Rocco, elle est quand même, je rigole, hein, mais elle est hyper intéressante pour les gens qui veulent, comme tu le disais, se lancer. Pour les professionnels, c'est vrai qu'elle est un peu tarte à la crème, parce que nous, ça devient une évidence, hein, créer du revenu passif, et il n'y a qu'à voir qu'avec le problème des financements des retraites, ça va devenir limite une obligation, et on voit bien qu'on a un train de retard en France par rapport aux pays anglo-saxons. Donc, ok, super livre, ça tombe bien qu'en plus, sur la plage, ça va être une super occupation cet été. Avec vous aussi. Exactement, pour compenser un petit peu. Bien complémentaire. Et écouter du podcast, ça c'est important. Moi, ma reco va porter sur un graffeur qui s'appelle Ster, de son nom, donc Michael Pogam, qui est un artiste qui est expérimenté, mais qui débute, qui se lance, qui fait des choses super. Donc, allez voir son compte Instagram, Ster. De toute façon, tous les liens des recos seront dans le descriptif de l'épisode. Et voilà. Et moi, j'ai plus qu'à vous demander, et ça, c'est important, de partager et commenter. J'aurais jamais cru que j'allais faire ce truc de youtubeur qui est de vous inviter à partager ça. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que je me fais déjà pas mal charrier par des potes qui m'appellent le McFly et Carlito de Wish, et que, effectivement, si j'ai 10 ou 15 vues, je vais passer pour un gros ringard. Donc, s'il vous plaît, sauvez-moi la mise et partagez. Et je vous souhaite, on enregistre un vendredi, donc un très bon week-end et à la semaine prochaine.